santé n'a pas de prix. Bonsoir chers téléspectateurs de la FM Télévision. Vous regardez votre émission FM Santé, une émission conçue spécialement pour vous puisque notre chaîne FM Télévision se préoccupe de votre santé et c'est pourquoi elle a conçu cette émission pour assurer le bien-être de votre santé, qu'elle soit physique, morale, mentale ou bien psychologique. Votre émission FM Santé va commencer à répondre à vos questions, vos demandes. Nous allons parler de tout le sujet qui concerne la santé et nous allons en parler en profondeur. Et la particularité, c'est que vous allez commencer à nous appeler ou nous envoyer des SMS sur les sujets que vous aimeriez que nous en parlons. Et aujourd'hui, ce soir, comme c'est FM Santé, donc notre invité est un corps médical. Je vous présente, messieurs, je préfère bien vous appeler docteur, puisque c'est dans ce cadre que vous êtes invité sur ces plateaux FM Santé. Docteur Malou Dani, bonjour. Bonjour Madame Esther. Vous allez bien? Si Dieu fait grâce, ça va. Monsieur Dani, docteur Dani Malou est docteur à l'hôpital de Kitambo. Il est en exercice il y a plusieurs années déjà, marié et père d'une petite fillette. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue dans notre plateau. Merci bien. Avec le docteur Dani, nous allons parler de l'automédication et la prise en charge médicale. Docteur, déjà pour commencer, j'aimerais savoir, l'automédication, est-ce une prévention ou bien un risque? Tout d'abord, j'aimerais que vous donniez une petite explication, une petite définition très claire sur l'automédication et que vous me dites si c'est une prévention ou un risque. Voilà, merci d'abord pour l'invitation. D'entrée de jeu, ça va être un peu difficile directement de dire un mot si c'est un risque ou bien c'est pas une prévention. Mais s'il faille d'abord entrer dans les vifs du sujet, essayer d'intérioriser le terme. Quand nous parlons de l'automédication, nous voyons quand même une prise en charge si bien préventive que curative qu'un individu peut se permettre de pouvoir mettre à sa disposition pour guérir de son mal, de sa maladie ou des signes et des séquelles qui pensent pouvoir orienter vers une quelconque pathologie. Donc cet individu, entre guillemets, n'est pas personnel soignant, oui. Et donc par soit des moyens empiriques, de vieilles connaissances, de bouche à oreille, voilà. Il se permet d'utiliser telle ou telle autre molécule, il peut aller même plus loin, d'utiliser telle ou telle autre substance, une plante, peut-être médicinale ou quoi que ce soit, pour évidemment répondre à ce souci-là de pouvoir recouvrir la santé. Et vous n'avez pas d'avis si d'après vous c'est une bonne mesure à prendre ou non? Alors, en tant que personnel soignant, médecin de surcroît, c'est une très mauvaise façon de faire les choses. S'il faut remonter au début, au fait, parlons d'abord de la médecine en général, parce que tout découle de la prise en charge médicale. Donc, qui dit médecine, dans les étymologies, nous voyons médecine, c'est en latin. Donc, c'est-à-dire c'est un art de guérir. Donc, tout part de là, c'est un art. Et un art se perfectionne et un art s'apprend. Alors, il y a bien de branches, n'est-ce pas, qui nous orientent par rapport à telle ou à telle autre plainte. Alors ça, c'est de prime abord. Et secondo, quand on a un problème de santé, il y a des étapes à suivre. Alors, qui suit ces étapes-là quand tu prends tes médicaments seuls? Donc la personne qui fait l'automédication n'a pas suivi ces étapes. Mais dites-moi docteur, une personne tard dans la nuit chez lui à la maison, tombe malade, peut-être qu'il a des symptômes qu'il avait auparavant. Oui. Il se décide de prendre le médicament qu'il avait pris parce qu'aujourd'hui nous savons tous qu'il y a des gens à la maison qui gardent certains médicaments. Oui. Est-ce mauvais de faire ça? Ah ok, la question elle est si bien posée. Donc en fait il y a un problème, parce que nous avons certains symptômes qui sont tellement récurrents et nous pensons que ça oriente nécessairement vers une telle pathologie. Exemple, on sait que lorsque nous avons des courbatures, nous avons la fièvre, le maux de tête, on peut se dire carrément que c'est la malaria. Ou peut-être en changement de saison, nous nous disons que ça pourrait être une grippe saisonnière. Voilà. Là on sait déjà et par connaissance, par culture générale, on peut s'orienter vers une maladie.
Alors, mais si je puis me permettre à ce qu'une personne prenne un médicament de son propre gré, je pourrais accepter que ça se limite dans des cas des extrêmes urgences et vite aller au niveau du poste de santé le plus proche. La nuit, par exemple, comme vous avez dit, quelqu'un qui fait de la fièvre, nous connaissons tous les vertus, par exemple, du paracétamol. C'est un antipyrétique, on accepterait. Et à plus forte raison qu'on sache la dose du paracétamol, si c'est un enfant ou c'est un adulte. Donc, c'est ainsi qu'il faudrait toujours s'informer chez la bonne personne. Donc là, je peux me permettre de prendre peut-être un comprimé de paracétamol. Évidemment, si on a une information assez suffisante sur le dosage requis d'une personne soignante, et puis aller vite au poste de santé. Lorsque vous avez quelqu'un qui est en train de saigner la nuit, par exemple, vous n'allez pas le laisser se vider de son sang. Exactement. Vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser un garrot, peut-être un habit, vous arrêtez l'hémorragie et vous allez au poste de santé, à l'hôpital, à la clinique la plus proche. Donc c'est ça l'idéal en fait. Voilà, nous devons retenir que si vous n'avez pas d'informations suffisantes sur le dosage, ne faites rien. Ne faites rien. Et si la personne meurt, on ne peut pas se sentir culpabilisé. Évidemment, vous devez vous sentir culpabilisé parce qu'au fait, je donne un exemple qui peut être banal. Nous prenons les jeunes dames qui sont mariées, les jeunes mariés qui sont en activité sexuelle, normale. Une femme peut déjà être grosse sans qu'elle le sache. Oui. Une grossesse de 2-3 semaines. Et chez ces femmes-là, il y a des médicaments contre-indiqués, par exemple, en premier trimestre de grossesse. Oui. Et parce que nous prenons des médicaments comme des bonbons, il suffit qu'elles prennent un anti-inflammatoire non stéroïdien. Les professionnels de santé me comprendront. Et ça devient risquant. Sur ça, voilà. Et ça devient risquant. Aujourd'hui, à part l'automédication, il y a le médicament de la rue. Il y a des femmes qui ont été enceintes avant et voyant des symptômes ou bien la fièvre, il dit prenez ceci, prenez cela et quand vous n'écoutez pas, c'est que les enfants d'aujourd'hui n'écoutent pas, les enfants d'aujourd'hui n'obéissent pas aux grandes personnes, je ne sais pas, il faut vraiment marteler sur ces points, docteur. En tout cas, je vais continuer à insister, à marteler. J'avais dit que c'était un art de guérir. Ça requiert beaucoup de sacrifices. Tout le personnel soignant vous le diront. 8 années à l'université, pour certains, d'autres plus. Et ça dépendra évidemment de la filière, des infirmiers, 3 à 5 ans. Donc, c'est quand même, ces années-là ne partent pas en vain. C'est pour étudier d'abord l'organisation du corps humain, son anatomie, voir sa fonctionnalité normale, donc la physiologie, et voir aussi les différentes pathologies y afférentes. Donc ça demande beaucoup. Les gens pensent que c'est si simple. Je prends l'exemple seulement de la fièvre. Vous savez combien de pathologies donnent de la fièvre? Rien. Tout plein. Voilà. Tout plein. Donc il ne faut pas, sur base d'une simple fièvre, se ruer en personnel soignant et puis donner son propre diagnostic. Et même nous, quand on vient avec des plaintes à l'hôpital, le médecin passe par une très bonne anamnèse. Ça a commencé quand? L'intensité de la fièvre, c'était comment? Quels étaient les débuts? Un élément déclencheur. On puise même dans les antécédents parce qu'il y a des pathologies même héréditaires. On puise et puis on voit ensuite, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont associés à cela? Est-ce qu'à part la fièvre, par exemple, tu vomis? Est-ce que tout ça, et ensuite les médecins ou le personnel soignant vous examine de fond en comble. Il passe de l'inspection, il fait la percussion si possible, l'auscultation pulmonaire, cardiaque. Il voit en fait de la tête aux pieds son malade. Et en ce moment-là, il l'oriente pour aller faire des bilans, les examens, et ensuite il prend en charge. Et même donc quand vous venez à l'hôpital, c'est pas d'emblée d'une baguette magique que le médecin décide de vous donner tel produit à la place d'un autre. Prenons le cas de la malaria. On va en venir sur la prise en charge, on va en revenir, mais je voulais dire ceci. Aujourd'hui, aller à l'hôpital, ça coûte tellement. Et il faut acheter la fiche, il faut acheter la consultation même est payant, il y a des trucs qu'on paye ici, on paye par là, et maintenant une personne qui n'a pas assez de moyens, et la personne a juste un peu de moyens pour se donner de médicaments, et ici en RDC nous le savons bien, nous disons que notre maladie c'est la malaria et la typhoïde. Lorsqu'une personne tombe malade, elle s'est dit directement que j'ai la malaria, comme je mal au cou, j'ai la malaria, elle se interdit peut-être d'aller se renseigner même auprès d'un pharmacien sur le produit qu'elle peut prendre. Ah franchement, tu dis quelque chose de très important là, parce qu'en fait le niveau socio-économique laisse à désirer. Tout le monde n'est pas en même de pouvoir aller dans une institution hospitalière, mais n'est-ce pas, pour se faire consulter par un personnel soignant. Mais cela n'est pas une raison. On dit que la santé n'a pas de prix. Parce que la même personne sera capable de s'acheter une très belle chemise ou une robe qui coûterait plus que l'argent de la consultation. Peut-être que la maladie tombe au moment où il n'y a pas d'argent. Peu importe, mais détrompez-vous, par expérience. Je suis à l'hôpital depuis de nombreuses années maintenant. Vous verrez qu'on ressort aussi de cette catégorie de personnes. Et même très souvent, en notre milieu,
hospitaliers, vous verrez que des médecins cotisent pour certains malades. Ah bon? Il y a des infirmiers qui le font. Non, il y a des mais personnels de bonne ça, on ne volonté. le savait pas. Nous savons que le médecin, aujourd'hui, dans des hôpitaux, Dr Dani, si vous n'avez pas d'argent, vous ne serez pas soigné. Non, pas forcément. Pas forcément. Ça dépend des personnes que tu as rencontrées. Mais très, très souvent, nous avons des malades démunis qui viennent et puis de temps à autre, vous voyez qu'on s'associe. Est-ce que quelqu'un peut avoir du paracétamol le donner? Est-ce qu'on peut avoir ceci? Il y a même des malades qui réalisent certains examens à titre scientifique sans avoir rien payé. Donc le mal, c'est de mourir avec sa pathologie à la maison. Essayez d'abord de frapper à la porte, amenez ce que vous avez et puis la suite, on va voir. Parce qu'il y a aussi des institutions qui sont en caractère humanitaire. Là aussi, il y a possibilité qu'on vous aide. N'est-ce pas? Donc, mais dire que c'est sur cette base seulement de raisons socio-économiques que je ne peux pas aller voir un médecin, c'est faux et archi faux. Non, mais ça, c'est d'un premier revers de main. C'est une raison vraie. Soit, oui. Considérons cela comme ça. Ça, c'est d'un premier revers de main. Et prenons l'autre. Le médecin, c'est aussi un responsable de famille, non? Il a fait ses études, pourquoi? C'est aussi un moyen de vie pour lui. Si tout le monde pleure, c'est pleurnicher à longueur de journée, que je n'ai pas d'argent, sa femme, lui, il mangera quoi? Ses enfants, sa famille. Donc, c'est aussi un moyen pour lui de vivre avec sa famille. Donc, je pense que ce n'est pas pour encourager ceux qui agissent mal en repoussant ceux qui n'ont rien. Mais en tout cas, à notre niveau, avec la conscience professionnelle, les serments d'Hippocrate de surcroît, il y a aussi le testament qu'on oublie. Que vous ne respectez pas. Ne vous inquiétez pas. Pas trop souvent les serments. Ne vous inquiétez pas, à part le serment d'Hippocrate, il y a aussi le testament d'Hippocrate qui dit bien beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas. Donc, enfin, il vaut mieux qu'on en connaisse. Un élément, les médecins doivent être bien pris en charge socialement. Ça fait partir du testament par son employeur. Si tu es dans une institution publique, c'est l'État congolais par exemple qui doit te prendre en charge convenablement, assurer ta santé. Ce n'est pas les patients qui est votre employeur. Non, non, ce n'est pas le patient qui est mon employeur. C'est pas mon... Donc, c'est-à-dire que le patient va subir maintenant l'organisation et l'administration de l'institution qui a engagé le médecin, en fait. C'est ça. Ça, c'est le testament d'Hippocrate que les gens oublient très souvent. Mais les serments d'Hippocrate, parlons de ça. En tout cas, c'est sur base de conscience professionnelle que beaucoup de médecins agissent. Et dans la plupart des cas, la rémunération ne suit pas l'importance de l'acte qu'on pose. Parce qu'un geste, aussi simple soit-il, peut sauver quelqu'un, je vous assure. Oui, oui, exactement. Donc, je pense que c'est vrai, je suis d'avis que le niveau socio-économique ne permet pas que tout le monde ait accès aux soins de santé universels quand même, mais avec le minimum qu'on a, on peut quand même toquer au niveau des services compétents pour avoir une bonne orientation. Ça c'est le minimum. Et d'ailleurs, je te dirais que tous les médecins et les infirmiers le savent, que de consultations téléphoniques. Que de consultations téléphoniques. Des gens que tu n'as pas vu. Docteur Nazolo Kaboy, tu avais dit que l'émission à Lingala aussi. Oui, je vous en prie, c'est bien. Voilà, docteur Nazolo Kaboy, docteur Boy, tu donnes des orientations sans avoir vu le malade. Ce malade n'a même pas payé ta consultation. Donc là, vous ne parlez pas de serment d'Hippocrate. Donc même ça, vous déconseillez. Non, en fait, si on pose ces actes, si on oriente de cette manière, c'est juste pour lever les urgences et ensuite demander au malade au fait d'être vu. Parce que toujours dans les étapes de l'examen du malade, il y a l'inspection. Quand je te vois, ça me donne directement une idée. Ton faciès, ta façon d'être, tu peux avoir une position antalgique, donc ça m'oriente quelque part. Au téléphone, je ne sais pas voir. Vous ne savez pas voir la personne. Je peux carrément arrêter soit de la douleur, soit t'orienter par rapport à telle autre mesure à prendre, mais c'est toujours intéressant d'être vu par un personnel soignant pour qu'il ait un peu plus d'idées sur ça. Docteur Dani, avant vous avez parlé de plantes. J'espère que vous parlez des produits traditionnels, exactement. Je crois, mais est-ce interdit? Aujourd'hui, nous le voyons que les gens guérissent si vite par des produits traditionnels que le produit que vous nous donnez dans des hôpitaux. Ah non, là c'est à boire et à manger. Mais en fait, ce que je pourrais dire par rapport à la médecine traditionnelle est que depuis 2002, si bonne est ma mémoire, l'OMS en fait a intégré cela. Donc c'est-à-dire que c'est une médecine qui n'est pas occidentale, qui n'est pas conventionnelle. On appelle ça une médecine non conventionnelle, une médecine adaptative. C'est le surcroît une médecine, la phytothérapie. Donc une prise en charge médicale par rapport aux plantes. Mais seulement il y a à boire et à manger dedans parce que on parle de posologie, on parle de la conservation de la plante, vous voyez un peu tout ça. Mais renier à une plante tel ou tel autre pouvoir thérapeutique, c'est quand même osé. Okay? C'est quand même osé. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, les molécules qui ont été transformées par rapport à leur forme galénique au niveau des usines tirent leur principe actif des plantes. Donc, je peux m'hasarder sans être contredit de dire que les plantes guérissent.
Mais aussi, il faut voir maintenant la posologie. La posologie, donc donner telle quantité par rapport à telle maladie. Parce que dans tout ça, il y a aussi ce côté scientifique, ce côté des laboratoires d'étudier les maladies, au fait. Donc, vous voyez un peu, bon, nos amis traditionnels, bon, je ne sais pas où est-ce qu'ils font leurs analyses, c'est très souvent un peu compliqué. Mais c'est sûr qu'ils en font, parce que je ne pense pas qu'ils peuvent donner de médicaments, de produits sans avoir essayé. Peut-être, mais je n'en connais pas en tout cas des laboratoires, des tradipraticiens. Mais quand même, nous avons quand même des témoignages, des gens guéris par... Il y a aussi des témoignages des gens qui nous reviennent dans des institutions plus adaptées au niveau de l'insuffisance rénale chronique. Ça arrive aussi, même quand on part à l'hôpital pour une prise en charge, si on veut directement en parler, même quand on va vers les médecins pour une prise en charge, ça arrive aussi que l'état s'aggrave, il y a des confusions. Il y a des produits donnés, comme il y a une personne que je connais qui venait de mourir parce qu'on l'a perfusé pendant qu'il était diabétique. Il y a des erreurs comme ça aussi, il y a des erreurs partout, n'est-ce pas? Bon, ok, je peux me permettre de dire qu'il peut y avoir des erreurs. C'est pourquoi même à notre niveau, au niveau des institutions hospitalières, nous avons des réunions scientifiques, des réunions du matin, des réunions des échanges qui permettent la remise à niveau de chacun, pouvoir discuter sur telle pathologie, prendre en charge de cette manière, parce qu'en fait, nous, on dit d'ailleurs que la science appartient à celui qui a lu les derniers. Exactement. Donc voilà un peu. Nous avons ce cadre d'échange permanent. 3 fois, 2 fois ou 4 fois, ça dépend de l'institution, la semaine. Vous voyez comme c'est plus un avantage par rapport aux désavantages que les malades peuvent avoir. Donc un médecin qui reçoit un malade, il fait tout ce qu'il peut faire, mais en fin de compte, il ira se justifier. À la réunion du matin, par exemple, j'ai reçu tel malade avec tel symptôme, nous avons pensé à ça. Et les autres confrères ensemble, les aînés, les maîtres aussi, s'ils sont présents, ils essaient un peu d'orienter et un débat par rapport à ce cas-là. Vous voyez que c'est à l'avantage du malade aussi. Donc, je pense qu'il faut plutôt voir les choses du bon côté que du mauvais. Parce que vous savez que la médecine tire ses origines de très loin. Et donc, dans le temps même avant qu'il n'y ait la venue de l'anesthésie, on opérait les gens comme ça. Et même aussi, il faut voir des produits traditionnels aussi du bon côté que du mauvais. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, que par exemple le quinquina, je vais applaudir parce que ça a des effets bénéfiques contre le paludisme. Voilà, c'est une plante, non? Voilà. Exactement, que c'est aussi mais qui doit être manipulée après vraiment des études menées pour donner une bonne posologie, etc. Voilà un peu. Ok, nous retenons qu'il faut faire très attention, savoir s'il y a eu des études menées avant de prendre des produits traditionnels. Chers téléspectateurs, j'espère que vous nous suivez. Si pour ceux-là qui viennent de tomber sur l'émission, c'est l'émission FM Santé. Nous parlons aujourd'hui de l'automédication et de la prise en charge médicale. Docteur Dani, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'il a dit, la prise en charge médicale? De quoi est-il question exactement? Ah, ok. La prise en charge médicale, j'avais défini la médecine dans le début de l'émission. Voilà. Donc, quand on fait allusion à une prise en charge médicale, c'est une prise en charge qui est professionnelle, n'est-ce pas? Et cela peut partir soit d'une attitude thérapeutique préventive, c'est-à-dire qu'on prévoit une maladie, soit curative lorsque la maladie se déclare. Alors, cela peut aller aussi dans le sens d'octroyer aux malades, ou soit de prescrire aux malades des ordonnances pour prendre, mais aussi il y a une prise en charge qui peut être chirurgicale. Donc même si on dit médical, il y a aussi chirurgical. Donc le chirurgical est dans le médical. Parce qu'il y a des pathologies qui ne peuvent être prises en charge que par la chirurgie. Je prends l'exemple peut-être de l'appendicite. On doit ouvrir, enlever cet appendice qui est inflammé. Donc voilà. Donc c'est dit que d'ouvrir, il y a des suivis, il y a des choses. Oui, il y a des suivis. Pour le cas, comme je venais de dire, de l'appendice, ça dépend du stade, de l'inflammation. Très souvent, on peut donner aussi des molécules pour refroidir cet appendice avant qu'on ne puisse intervenir. Parce que si l'appendice a déjà formé un plastron, etc., on ne peut pas aller directement ouvrir. Sinon, on risque de créer une péritonite. Voilà un peu. Donc, c'est au fait stocké à la bonne porte et puis être suivi par un personnel qualifié. Alors, il vous oriente par rapport au bilan, les examens à réaliser. Stocké à la bonne porte, c'est où exactement la bonne porte? La bonne porte, c'est les institutions hospitalières qui se respectent. Les dignes de ce nom. Ah voilà, là encore, c'est comme j'avais dit, donc il y a
différentes organisations dans différents pays, et notre pays aussi, par rapport à notre ministère de Santé, a organisé les choses d'une manière, donc d'une certaine manière. On a des postes de santé, on a des dispensaires, on a des centres médicaux, on a des cliniques, donc ça dépend des niveaux. Okay? Donc ça dépend des niveaux et par rapport aux urgences médicales. Donc c'est ainsi que tu verras qu'une pathologie peut être prise en charge dans telle institution et pas dans l'autre. C'est pour ça qu'on entend parler de transfert des malades, par exemple. Donc vous avez un centre de santé à côté au coin de la rue où la prise en charge doit associer par exemple une oxygénothérapie. Ils n'ont pas d'oxygène, ils n'ont pas de bonbonne. Ils ne vont pas s'hasarder. Ils vont le transférer là où il y a un service de réanimation adapté où on peut soutenir le malade. Toutes les mesures de réanimation, il y a un monitoring, on suit tous les éléments vitaux chez ces malades-là. Est-ce qu'il y a un service de contrôle sur ces hôpitaux, le centre, et surtout les dispensaires du quartier, des avenues? Évidemment, il y a des services qui contrôlent et qui surveillent, qui passent de temps en temps. Pour ceux qui sont habitués à être au niveau des centres de santé les plus proches de nous, il y a comme des services de l'État qui passent, des inspecteurs qui passent pour traquer les faux, parce qu'il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux. Il y a certains amis qui s'hasardent et qui se font appeler des médecins. Pour ces faux. Évidemment, le législateur a tout prévu. Donc il y a des amis qui s'hasardent à se faire appeler médecins alors qu'ils ne le sont pas. Ils posent des actes médicaux. Or, pour poser des actes médicaux, pour pouvoir être appelé médecin, il faut et agir. Dans notre pays, il faut avoir un numéro d'ordre. Mais vous le savez, nous peut-être nous ne le savons pas parce que nous n'irons pas vers un médecin pour lui dire montrez-moi votre numéro d'ordre. C'est insensé, on ne peut pas le faire. Mais nous, étant de patients, comment allons-nous reconnaître que ces médecins travaillent dans le vrai et les autres ne travaillent pas dans le vrai? En tout cas, à votre niveau, c'est difficile. À votre niveau, c'est difficile parce que même... Donc nous subissons, nous sommes victimes. Exactement. À votre niveau, il faut être sincère. C'est difficile parce que même les diplômes qu'on a, c'est une présomption de connaissance. On imagine, on se dit que tu connais quand tu as ton diplôme. Parce que les diplômes, il est rempli au recto, mais c'est au verso plutôt que tu dois prouver. C'est comme ça que tu vois, il y a des tests avant d'embauche, etc. Pour que tu prouves comment en fait. Ce n'est pas le papier de diplôme qui te donne la valeur, mais c'est quand tu travailles maintenant. Alors, bien à votre niveau, c'est difficile. Il y a des gens quand même expérimentés, des vieux infirmiers, qui savent poser tel ou tel autre acte. C'est difficile de savoir que c'est un infirmier, que ce n'est pas un médecin. C'est vraiment difficile. Alors, il faut seulement qu'il y ait des contrôles des inspecteurs, que chacun fasse ce qu'il a à faire. C'est ça le problème. Que chacun fasse ce qu'il a à faire. Le médecin sait, il commence où, il finit où. L'infirmier sait, le laborantin et tous les autres, les sages-femmes. Nous, en fait, ensemble, nous formons une équipe. Voilà. C'est une équipe de professionnels de santé. Donc peut-être on ne les sent pas trop, mais dans d'autres pays, ça fonctionne comme ça. Il y a des ambulanciers, etc. Tu vois un peu. Et même quand tu prends en charge dans l'hôpital, il y a différentes branches. Il y a des spécialistes en ceci, il y a des diététiciens, il y a de ceci. Donc voilà, c'est un peu chacun au niveau de son action pose sa pierre pour que l'édifice de la santé puisse pouvoir, n'est-ce pas, être... Mais il y a un médecin qui me dit que ce n'est pas le fait de ne pas être malade, qui dit que vous êtes en bonne santé, docteur Dani. Quand est-ce qu'on peut aller dans un hôpital? Ah, très bien, très bonne question. L'OMS dit ceci, que la bonne santé ou la santé, ça ne se définit pas en l'absence de la maladie, mais c'est un complet état de bien-être moral, psychologique et autres. Alors, prenons l'habitude. Moi, à mon avis, je pense que trimestriellement, c'est une bonne chose. Pour ceux qui ont les moyens, même à la fin de chaque mois, pourquoi pas? Parce que nous avons certaines maladies qui sont d'ordre psycho-affectif, psychosomatique. Donc, vous voyez que lorsque vous êtes déréglé émotionnellement, ça peut être une porte d'entrée de beaucoup de choses. Nous en savons quelque chose pour des gastrites, par exemple. Beaucoup de gens qui souffrent d'estomac, comme ils disent entre guillemets estomac, donc la gastrite. Tout commence de là, même s'il y a aussi la gastrite qui n'est pas due aux soucis et autres. Et puis là, il y a la gastrite qui peut être due sur une maladie qui se traite à la maison. Il y a une personne qui a souffert de ça, et puis il dit à son ami, moi j'avais pris ça, est-ce que l'ami doit nécessairement prendre ça? Non. Voilà, là maintenant tu rejoins et tu dis quelque chose de très important. Comme je venais de dire, la gastrite. Une personne peut faire une gastrite suite à l'hélicobacter pylori, c'est un microbe qui cause la gastrite. Et une autre personne fait la gastrite parce qu'il a un problème psycho-affectif. Il n'a pas de frais académiques, il n'a pas d'argent pour payer son loyer. Et
il y a une hyperacidité au niveau de son estomac. Et les deux causes n'ont pas la même prise en charge. Okay. Et les deux causes n'ont pas la même prise en charge. C'est quand vous allez chez un médecin, vous allez chez un personnel soignant, qu'il sait le distinguer en parlant avec lui à la consultation. Avec telle personne, je peux donner ça, avec telle autre, je donne autre chose. Parce que si c'est une gastrite causée par exemple par l'hélicobactère, c'est une bactérie. La prise en charge est essentiellement basée sur les antibiotiques. On va te donner tous les pansements gastriques du monde, tu ne vas pas guérir de ça. Donc voilà que les mêmes mots, mais qui n'ont pas les mêmes étymologies et qui sont pris en charge différemment. Donc, tout mot d'estomac ne se soigne pas de la même manière. Quelqu'un peut faire une gastrite liée à son problème psychoaffectif et un autre lié à l'hélicobacter pylori. C'est pourquoi on dit toujours que les signaux le plus banal que soit, il faut aller voir. Exactement. Il faut aller voir. Mais nous remarquons une chose dans des hôpitaux, docteur, vous les docteurs, vous êtes tellement gentils avec des patients, vous travaillez avec toute la passion. Je n'ai rien contre les infirmiers, surtout, je n'ai rien contre eux, mais il y a certains infirmiers qui négligent des patients. Prenons l'exemple de ce que vous aviez dit avant, qu'il y a des médecins qui rassemblent de l'argent pour prendre soin d'un patient, mais il y a dans certains hôpitaux, lorsque les infirmiers savent que notre docteur a un bon cœur, ils évitent, ils chassent même le malade. Voilà. Comment vous prenez ça dans votre domaine? En tout cas, je demanderai à tous et à toute personne, membres du corps professionnel de santé, d'avoir un bon cœur et un grand cœur. Des fois, c'est un métier stressant, je les comprends de temps en temps. Des fois, c'est un métier stressant. Nous sommes aussi des cumulards. Tu vas travailler ici et là. Peut-être tu es un peu stressé. Mais ce n'est pas une raison de plus pour pouvoir... vous savez, hein, permettez-moi de dire son ligne. La copie, c'est la pétete, ça passe. Bélissa pour comprendre c'est quoi que Bélissa. Les tours de salle, on change tel produit. Soit au désert. La personne que tu aimes, tu vois qui a rétablir, peut bien t'aider. Tout ça, c'est stressant. Et puis vous, le médecin, il y a des moments où vous développez une infection avec des patients. Évidemment, évidemment. Donc... il faut vraiment, je demande à tous de pouvoir voir un peu cet aspect de choses, essayer d'avoir un grand cœur, au-delà d'un grand cœur, un bon cœur, mais si on sent qu'on craque, carrément d'avoir un temps de repos avant de reprendre les services. Parce que ces gens-là viennent à l'hôpital pour avoir du réconfort. Si en venant à l'hôpital pour avoir du réconfort, ils sont butés par un personnel qui n'est pas accueillant, par un personnel qui est répugnant, tout ça. C'est pas intéressant, ça fait pas du bien, on sent la négligence, c'est pas du bien, c'est pas intéressant. Parce que vous savez, la prise en charge, oui, la prise en charge, avant de donner même une molécule à quelqu'un qui prenne, la façon dont tu l'as accueilli, la façon dont tu as parlé avec elle, la personne peut se sentir déjà apaisée et puis tu peux avoir résolu un bon nombre de ses inquiétudes. Un bon nombre de ces... Et les personnels soignants savent qu'il y a même une prise en charge qui est placebo. Donc on sait que tu n'es pas malade, mais on te donne tel produit parce que dans ta tête, tu as déjà mis que je suis malade. On te donne une vitamine, on te donne la vitamine C. Okay. Mais tes docteurs appellent ça qui c'est vraiment la biki, tout le monde biki. Et pourtant tu n'étais pas malade. Tout passe par ça aussi. Chers amis, revoyons un peu la relation médecin-malade, infirmier-malade. Ça va nous aider à bien faire notre travail. Ça tombe bien de dire, chers amis, parce que vraiment, je vous donne le dernier mot. Il y a trop à dire dans la prise à charge, mais désolé, le temps nous fait défaut. Je vous donne le dernier mot pour dire c'est que vous aviez voulu dire qu'on n'a pas pu évoquer dans la prise à charge. Le dernier mot, ce que je peux dire à tout le monde, que rien ne vaut la vie. La vie, rien ne vaut la vie. Pauvres, riches, tous nous aspirons à une bonne vie, à une bonne santé. Alors tout ce qui a trait à la santé doit faire un déclic dans notre tête, avec ou sans possibilité, et ayez ce réflexe de toquer à la bonne porte. La bonne porte, c'est le professionnel de santé, qui, selon ses capacités, peut vous prendre en charge ou vous orienter. On ne parle pas de la pauvreté comme étant une raison ou quoi que ce soit. Non. En tout cas, toquer à la bonne porte et cesser de prendre des molécules comme des arachides. Et cesser d'aller à la pharmacie, demander conseil. Le pharmacien, ce qu'il doit faire. Le pharmacien, c'est lui qui a la pharmacie. Il a son rôle. Donc arrêtez d'aller. Il y a des gens même qui se font perfuser dans les pharmacies. Une ordonnance. Non. Qui est la personnalité. Non. Il faut que son médecin le consulte. C'est le médecin qui prescrit l'ordonnance. C'est le médecin qui prescrit.
Donc arrêtez avec ces histoires-là de perfuser les gens dans des pharmacies. Arrêtez avec ces histoires-là. Que chacun, au niveau du maillon, c'est une chaîne, joue son rôle et fasse son travail. Ok? Alors, il y a des gens, pharmaciens, occupe-toi de la pharmacovigilance, de la production du produit, comme la distribution, etc., de son efficacité. Occupez-vous de ça, que chacun reste dans son coin, de l'efficacité du produit. Et laissez le médecin consulter, faire ce qu'il a à faire, demander des bilans, laissez l'infirmier aider à administrer le soin. Donc, chers amis, chers Congolais, Congolaises, arrêtons avec ces habitudes de l'automédication. Vraiment. Toute plainte ne se soigne pas de la même façon. Exactement. Toute fièvre ne veut pas dire une même maladie. Et puis il y a beaucoup de maladies qui peuvent avoir des mêmes symptômes. Évidemment. Et il y a même quand vous prenez un médicament, attention, les médicaments, c'est aussi un poison. Je le répète, poison. Donc, outre le fait que le médicament peut te guérir, ça peut changer carrément le métabolisme de ton corps. Ça, et puis ça peut, conséquences de évidemment, les conséquences, les jours où tu auras plus de temps, on pourra en parler, peut-être avec un autre invité aussi. Donc il y a des conséquences. Donc c'est à cause peut-être d'un médicament que tu as mal pris que tu es en train de vivre ce que tu vis. Que tu as des symptômes que tu as maintenant. Que tu as atteint une certaine chronicité d'une telle autre pathologie qu'on ne sait plus prendre en charge. Donc arrêtons avec ça, toquons à la bonne porte. Toquons à la bonne porte, chers téléspectateurs. Merci, Dr Dany, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, j'espère que ça ne serait pas la dernière fois. Vous avez entendu, arrêtez l'automédication, faites-vous prendre en charge, toquez à la bonne porte, c'est ce que nous avons retenu avec le Dr Dany, chers téléspectateurs. N'oubliez pas de nous laisser des messages, envoyer des questions sur ce que vous n'avez pas compris ou sur des problèmes dont vous avez besoin de plus d'éclaircissements. Merci de nous avoir suivis et au revoir, à très prochainement.